La côte landaise, un lieu que l'on associe immédiatement au plaisir des vacances, à l'été, au surf, mais c'est aussi et surtout un paysage identitaire de l'Aquitaine. Pensez donc, avec 230 km de la pointe du Médoc jusqu'au sud des Landes, il s'agit de la plus longue plage de sable de tout le continent européen. Du gouffre de Cap-Breton, un canyon sous-marin abyssal quasi unique au monde, à l'exotique courant de Contis en passant par le succès phénoménal d'un nouveau sport, le sauvetage côtier sportif, vous allez découvrir une vision inattendue, inédite de ce territoire. Cap sur la côte landaise, les secrets d'un littoral. Le département des Landes possède une façade atlantique hors du commun par sa dimension. Avec une telle côte en bord de mer, on pourrait s'attendre à y trouver de nombreuses villes portuaires. Il n'en est rien. Cap-Breton, unique port de pêche de la côte landaise, fait donc figure d'exception. Jusqu'au XVIe siècle, celle que l'on surnommait la cité aux 100 capitaines profitait d'une situation exceptionnelle. À quand remonte exactement l'existence du port de Cap-Breton ? En fait, le port, il vient du paysage. Le port n'a pas été construit artificiellement. Il s'est créé à un endroit spécifique où se jetaient divers cours d'eau, dont la Dour, qui était un fleuve très très capricieux et qui a fait la gloire de Cap-Breton et qui a créé son port, puisqu'ici, on a eu l'embouchure de la Dour pendant des siècles, des millénaires, voire avant que les hommes arrivent. Et donc cette embouchure très particulière a creusé tout un bassin hydrographique ici, qui était très rare sur la côte landaise. Il y a très peu d'entrées comme celle-ci. Et donc automatiquement, les premiers marins, les premiers navigateurs qui ont colonisé toute cette région sont venus s'abriter ici. Cap-Breton compte encore aujourd'hui 19 bateaux de pêche en activité. Grâce à un édit de Colbert datant du XVIIe siècle, les pêcheurs sont autorisés à vendre eux-mêmes leurs poissons au cul du bateau, comme on dit ici. Je suis très surpris, Hugo, de voir des crabes sur la côte landaise. C'est peu commun. C'est ça qui est merveilleux, c'est la biodiversité qu'on a ici, à savoir qu'on a des crustacés, on a des crabes, on a des langoustes, on a des homards, on a même des araignées de mer. Bravo, madame. Alors, voilà, quel étal alors. Alors, si vous deviez me conseiller un poisson pour manger ce soir, vous me diriez quoi ? C'est la saison de la lotte, profitez-en. Le lieu jaune, c'est magnifique. Ah, il y a Nego, hein, là, tout le lieu jaune. Le lieu, c'est un poisson très très goûteux, un peu plus rare que les autres. On en a pas beaucoup. Évidemment, la lotte, c'est délicieux, on en a souvent, c'est une chair très ferme, on peut faire des tas de choses avec. Alors, je vais hésiter, je vais vous mettre d'accord, je vais prendre un merlu. Ah oui, pas de problème, on en a. Bon, super, merci beaucoup. Avec plaisir. Auteur d'une trentaine d'ouvrages en grande partie consacrés aux océans, Hugo Verlhomme s'est pris de passion depuis quelques années pour un mystérieux phénomène géologique sous-marin, le gouffre de Cap-Breton. Direction l'Estacade, cette longue jetée en bois de 189 mètres, érigée sous Napoléon III. Un belvédère au-dessus d'un monde invisible. Hugo, je ne vois rien à part la beauté de l'océan et pourtant, tu me dis que là devant nous, il y a quelque chose d'exceptionnel. Qu'est-ce que c'est ? C'est ça la merveille de l'océan, c'est que à la fois c'est gigantesque, mais on ne voit pas ce qui se passe dessous. Et les gens qui vivent ici ne savent pas qu'ils sont au pied, si je puis dire, ou à l'entrée d'un phénomène géologique pratiquement unique au monde. Il y en a très très peu. C'est un canyon sous-marin qui démarre juste ici, en face de l'Estacade à peu près, à peut-être 100-200 mètres d'ici. Ça commence tout en douceur. La tête du canyon, de ce grand canyon, va jusqu'à peu près à Osgore. La tête fait 1200 mètres de large. Ça se rétrécit et ça descend très lentement dans les profondeurs marines. C'est rectiligne et méandriforme. Et ça fait 300 km de long. Et on peut voir aujourd'hui sur les cartes d'Ifremer
le moindre petit méandre, les aiguilles, les messasses, les arches. Il y a tout un paysage absolument extraordinaire qui s'est creusé pendant des millions et des millions d'années. La science aujourd'hui rend visible l'invisible, mais est-ce qu'auparavant on savait qu'il y avait ça ici devant Cap-Breton? Alors ce que les marins savaient, c'est qu'il y avait au large ici, il y avait une fosse. Et ils le savaient pour une raison simple, c'est que quand les déferlantes pètent sur la mer, eh bien au-dessus du gouffre, les vagues perdent de leur intensité. C'est moins haut, quoi. Et les marins venaient s'abriter au-dessus de la fosse pour ne pas avoir les déferlantes. Les pêcheurs savaient aussi qu'il y avait un endroit rocailleux et profond, truffé de poissons. Alors tu veux dire que s'il y a autant de poissons ici à Cap-Breton, Exactement. c'est grâce au gouffre? C'est cette biodiversité extraordinaire. Et aujourd'hui, on sait que les hotspots de la biodiversité marine dans le monde entier se fait dans les canyons. Pour mieux comprendre ce qu'est ce gouffre, Éric et Hugo ont rendez-vous avec les aquanautes. Ce groupe de plongeurs de Cap-Breton collabore avec le CNRS et l'Ifremer afin de percer les mystères de ce phénomène géologique rare. Dans le monde, seuls 3% des canyons sous-marins sont reliés comme ici au littoral, aussi proche de la Terre. L'équipe va descendre jusqu'à 100 mètres, une plongée réservée à des professionnels chevronnés. Ce gouffre, c'est un réservoir à fantasmes. On se demande s'il n'y a pas des kraken, des monstres sous-marins. Qu'est-ce qu'il y a comme animaux? Mais il y en a en plus des krakens, c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire les calamars géants, il y en a? Calamars géants, il n'y en a pas dans la tête du gouffre, il y en a dans les profondeurs. C'est là qu'ils vont se planquer même. Quelle Il y en a- dimension? Eh bien, ça peut aller jusqu'à 18 mètres avec les bras et les tentacules. Aujourd'hui, l'objectif des aquanautes est de ramener des images d'un corail rare que l'on trouve seulement dans des eaux profondes. On est tout proche en fait de la côte. C'est ça qui est formidable avec ce canyon, c'est qu'en fait c'est un canyon qui commence très près du bord, c'est même sa particularité. Donc ici on est dans ce qu'on appelle la tête du gouffre. Donc là ils doivent être sur 22, 30, 40 mètres de fond et ça descend très progressivement. Là, on voit bien Nicolas qui va descendre sur il fait signe, Voilà, il il fait fait signe. signe parce qu'on est carrément sur la tranche du gouffre là. Et là, il descend en fait comme sur un plongeoir. Il est sur son plongeoir et il descend à la verticale. C'est une falaise. Voilà, cet et on voit endroit-là, c'est une bien, falaise. on voit bien la verticalité du bord du gouffre. Ah ben voilà. Mais qu'est-ce que c'est Voilà, ça? donc voilà ce fameux. Alors, on va mettre une hypothèse sur ce corail mou en fait, corail jaune mou. Je n'ai jamais vu un corail de cette couleur avec cette intensité, quoi. On sait qu'il existe des coraux dans les eaux froides. Et Alors voilà, là on voit la profondeur. Là. 100 mètres. Voilà, là on est sur 100 mètres. Les gens associent souvent le corail aux eaux tropicales. Mais il existe des coraux d'eau froide. Et ici, du fait du relief, on voit ce corail qui est jaune. Et notre question, c'est Voilà, quelle espèce il s'agit? On en voit toute une. Si j'ai bien compris, Hugo, ça a un réel intérêt scientifique, tout ça. C'est ça qui est merveilleux, c'est qu'en fait ce qu'ils font maintenant, c'est des sciences participatives. Maintenant, ils sont en contact avec divers scientifiques, que ce soit des biologistes ou des géologues marins. Et c'est souvent les scientifiques qui leur disent écoutez, nous, on a un truc, on a un doute, est-ce que vous pourriez là faire un petit prélèvement, voir des sédiments, les rapporter pour qu'eux puissent les analyser. Et ça, eux, ils sont vraiment au cœur de ça. C'est quelque chose de vraiment nouveau. Et le travail qu'ils font, je peux vous dire que pour les scientifiques, c'est du caviar. Allez, vous m'avez fait rêver avec vos images. Moi, je regarde une dernière fois et je m'en vais au fond du gouffre. Cette côte atlantique, belle et surprenante,
n'est pas toujours pacifique. Elle est même réputée pour sa dangerosité. Alors, durant l'été, les aires de baignade sont surveillées par des maîtres nageurs sauveteurs. Leur formation, intense et physique, a fini par donner naissance à une nouvelle discipline, le sauvetage côtier sportif. Au club d'Osgore, comme tous les mercredis, c'est entraînement. Salut Adrien. Ils sont pas vieux là, ceux qui sont à l'eau, ils ont Non. quel âge? La plus petite a 6 ans. Wow. Effectivement, la petite a 6 ans et le plus grand, il doit avoir 8 ans, pas plus. Donc qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Donc là, le but, c'est de passer les vagues et de revenir, mais surtout le faire correctement, se retourner au bon moment, essayer d'un peu d'affronter leur peur, parce que c'est encore une catégorie, ils ont peur. Donc même si c'est une grosse vague, mais il va falloir quand même agir correctement et bien sûr revenir avec cette vague. Appréhender ce milieu si particulier qu'est l'océan, j'imagine ça fait partie des motivations, notamment des parents. Ouais, bien sûr, quand ils nous les amènent quand ils sont petits pour l'été, les petits ils ont 5 ans, bien sûr c'est pas forcément un choix des petits, mais les parents ils ont envie d'être en confiance. C'est là où est l'enjeu, on essaie de comprendre l'océan, il y a des vagues, il n'y a pas de vagues, il y a du courant là, donc on va peut-être pas y aller. Tu les sens plus sûrs après, là, les petits, quand ils ont commencé à avoir vos conseils et puis à affronter leur peur, comme tu dis? Oui, effectivement, quand on les a régulièrement tout un été ou à l'année, quand on leur pose des questions, ils commencent à comprendre. Bon, mais là, attends, là, il y a une vague, non, là, il n'y a pas de vague, je vais pas aller là, là, il y a des rochers, non, c'est pas pour moi, mais la vague, je vais la prendre comme ça et ça va me ramener. Même s'ils ont un peu peur, ils vont quand même faire l'exercice. On a changé de catégorie là, on est plutôt quoi, 9-11 ans? Exactement, des poussins, ouais. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont là, ils sont en train de faire l'épreuve des beach flags. Des beach flags. Beach flags, ouais. Donc, Drapeau de plage quoi. Exactement. Le but du jeu, c'est d'aller rattraper un bâton qui se situe derrière eux le plus vite possible. Du coup, pour tester leur réactivité, la tonicité, la course sur le sable. Et là, le bâton, il représente la main d'une victime qui se noie. Donc là, c'est l'épreuve type qui représente le sauvetage. Je vois qui s'équipe des planches, ça veut dire que ça part à l'eau. Ok. Vas-y, je te laisse prendre les commandes. Allez, c'est bon, on y va. C'est impressionnant, hein? Oh, la troupe qui arrive là. On se met juste, au sud de l'épi rocheux. Ok, alors, comme chaque fois, commençons les vagues derrière. Doucement, les uns après les autres. Moyenne, moi, ça me dit rien du tout. Je veux une taille. 1m50. 1 mètre. Elle casse où les vagues? Au bord. Là, Ok, du coup, donc il va être où le danger? au bord. Ok, donc comment on fait pour éviter ce danger? On se met bien assis à l'arrière pour bien freiner, d'accord, pour pas descendre sur le sable. 30 minutes sans s'arrêter, on passe une fois à la nage, on revient, on passe en planche, on revient. 30 minutes sans s'arrêter. On passe la vague, on revient. Le sauvetage côtier sportif est né en Australie en 1902, quand les premiers sauveteurs se sont amusés à se lancer des défis. Très vite, de véritables compétitions sont organisées. Le surfboat est l'une des épreuves les plus spectaculaires. Ils sont un équipage, un qui est à l'arrière et qui manœuvre le bateau, et 4 qui rament. Il faut percuter la vague le plus vite possible, avec de la vitesse. Ils font le tour d'une bouée, ils reviennent, bien sûr, avec cette vague. Et là, on surfe avec le bateau. Eh ben, si tu la surfes et si tu la gardes jusqu'au bout, tu as plus de chances de gagner la course. Le sauvetage côtier sportif, longtemps réservé aux pays du Pacifique, est en plein essor en France. Près de 300 clubs, 65 000 licenciés, des compétitions nationales et internationales pour lesquelles on se prépare comme des athlètes de haut niveau. Ok Eric, on a vu que tu étais super intéressé, on t'a préparé une épreuve avec nos champions. Simple, sauvetage en planche. Tu partiras à la nage jusqu'à Kevin qui est en planche. Une fois que tu as Kevin, tu lèves la main, ça donnera le signal de départ. Ok, après Oyana viendra te chercher et il faudra revenir le plus vite possible. Go! Allez, plonge, voilà. Il nage super bien Eric, hein? Et allez Oyana, go! Elise, go!
va être drôle. Et mine de rien, super bien Eric. Très très bien. Alors, bilan. Pour une première fois, c'était très très bien. Bientôt, Yana, tu vas faire la même chose, mais je le souhaite pour toi avec un meilleur équipier. C'est quoi ta prochaine compétition? C'est en novembre pour les championnats du monde en Australie. C'est-à-dire que tu pars au championnat du monde en Australie? Oui, Donc ça signifie en équipe de France? oui, c'est ça. Eh, quand même, on a une championne. Effectivement. Il y a à peu près 300 clubs en France. Comment ils se situent, les clubs de la côte landaise et basque? Ben, c'est simple, dans les trois premiers français avec Cabreton, Hossegor et Biarritz, on est dans les 3 premiers. Donc l'Aquitaine est championne de France en quelque sorte. Effectivement, ouais. Et puis c'est comme ça depuis quelques années. Depuis quelques années, c'est comme ça, ouais. Oh Yana, on te suivra pour ces championnats du monde. Voilà, vive la France et puis vive l'Aquitaine et puis surtout vive Hossegor. C'est ça. Merci à vous en tout cas, c'était super. Merci. Merci. La mer, puis la dune, puis la forêt. On pourrait croire que cette longue côte rectiligne au bord de l'Atlantique existe dans cette forme depuis la nuit des temps. Mais il n'en est rien, car ce paysage si identitaire des Landes a en fait été totalement construit par l'homme pour combattre ce sable qui envahissait les terres. Cette forêt, elle a son importance dans toute la gestion de la côte, des dunes. On voit d'ailleurs que là, devant nous, c'est en train de diminuer, hein, la hauteur des arbres. Alors on voit que c'est en train de diminuer tout simplement parce qu'on est en train de se rapprocher de la côte. Là, on est vraiment pas très loin, hein, c'est-à-dire que la mer est à 150 mètres, 200 mètres à peu près. Et plus on va se rapprocher, plus la taille de la forêt va diminuer. Et on entre dans ce que nous, on appelle la forêt en fait, de protection. Alors c'est quoi la forêt de protection? La forêt de protection, c'est la forêt qui est justement un peu là pour faire l'écran entre les tempêtes marines et la vraie forêt de production qui est derrière, c'est-à-dire la forêt qui va servir à produire du bois. Allez, on va se rapprocher de la dune. Explique-moi Maël, comment on construit quasi artificiellement une dune? On peut même dire complètement artificiellement. Alors je vais essayer de te montrer rapidement avec des petites explications comment donc s'est construit la dune sur laquelle on arrive. Donc en gros, on s'est servi de barrières en bois. Alors ça, il faut imaginer que ce soit des petites planches qu'on a installées donc tout le long de le littoral. Alors ça a commencé dans les années 1825. C'est un ingénieur qui s'appelle Goury qui a mis ça en place. Donc il a pris des petites barrières de bois qui faisaient environ 2 mètres de haut, qu'on écartait de 2, 3, 4, 5 cm comme ça. Et quand on avait une tempête, qu'est-ce qui se passait? Donc le sable en fait va se stopper grâce à ces fameuses barrières de bois. Et c'est comme ça que la dune sur laquelle on va marcher tout à l'heure s'est en fait constituée. Il a fallu environ un siècle, on va dire, pour construire cette dune. Ça a commencé, je disais, en 1800, 1820. Alors ces planches de bois aujourd'hui, elles sont totalement sous le sable, elles sont recouvertes. Donc là, tu vois, Eric, on arrive en fait sur une zone qui est en cours de dégradation. Donc ça, c'est mon métier un peu moi de tous les jours sur la dune, l'hiver principalement. Je vais surveiller un peu ces zones-là. Et dès qu'on a des zones comme ça à sable blanc, ce qu'on appelle sans végétation ou avec très peu de végétation trop importante, on va venir en fait poser donc des branchages de genêt ou des petits pins qu'on récupère en forêt. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le genêt à balai, celui qui servait à faire les balais de cantonnier à l'époque. Ah oui, carrément. Voilà. Donc là, je vais enlever que quelques branches comme ça. Et on va en gros le ficher. Donc on voit là une zone de sable blanc, par exemple ici. Donc je vais venir en fait planter un genêt. Donc la technique, c'est de le ficher dans le sol comme ça et qui recouvre en fait la zone où il n'y a que du sable blanc sans végétation. Et donc ce que vont faire les ouvriers forestiers, donc ils vont venir comme ça et ils vont placer en fait les genêts. Donc tu vois, on va les mettre un peu en intercalé. On n'a pas besoin de couvrir totalement le sable. L'idée, c'est qu'il soit couvert aux 3/4 à peu près. Alors quelle action ça va avoir? Alors qu'est-ce qui va se passer? En fait, sur cette zone donc, qui était en cours de dégradation où le sable a tendance à partir pendant les tempêtes, qu'est-ce qui va se passer? On voit le sable qui va transiter lors des tempêtes, en fait, il va s'arrêter dans les branchages. Un peu le même principe que les barrières. Donc il y a le sable qui transite, et en transitant, donc, ça s'arrête et ça se bloque dans ces branchages. Et en plus de ça, si c'est des trous relativement petits, un peu comme celui qu'on a ici, les graines vont aussi s'arrêter en fait avec le sable, ce qui fait que la zone en fait va naturellement se revégétaliser. On appelle ça nous dans notre jargon des travaux de génie écologique. Qu'est-ce que c'est que cet immense trou? On pourrait presque croire qu'une météorite est tombée ici.
C'est un peu ce que ça pourrait laisser penser, en effet. Alors en fait, là, c'est l'illustration typique de qu'est-ce qui se passe en fait sur la dune si en fait l'ONF, par exemple, où l'homme n'intervient plus pour faire des travaux. Il faut savoir que ça, c'est une chose qu'on a laissée depuis les années 80. C'est un essai, hein. L'idée c'est de voir un petit peu justement ce que ça donne. Et donc on voit, le trou, il est énorme, hein. Il fait quasiment une centaine de mètres de diamètre, presque entre 10-15 mètres de profondeur. Et tout le sable qui était présent en fait ici, maintenant on le retrouve à l'arrière, c'est-à-dire qu'il a enseveli la forêt qui est juste derrière. Je regarde quand même cet environnement autour de nous. C'est ton bureau, comme on aime à le dire. Ouais, l'océan, la dune. Tu trouves quoi, personnellement, dans ce rapport si proche que tu as avec les éléments naturels? Une sorte de sérénité, quoi. Un calme. Ça, c'est vraiment le truc moi, qui me plaît le plus, je pense, c'est de me sentir bien en fait, avec les éléments, quoi. Tout simplement. La côte landaise est beaucoup plus riche et complexe qu'on pourrait le croire au premier regard. Et si l'on ose s'aventurer hors des sentiers battus, on peut découvrir des trésors insoupçonnés, connus des seuls initiés. Adichatz, Alain. Salut Eric. Quel changement de décor. Il n'y a plus le brouhaha des vagues de l'océan. On est dans un univers de calme. Alors là, on est sur le courant de Contis. C'est un petit fleuve côtier. Donc c'est un fleuve particulier. Ça naît dans les terres, c'est des fleuves qui sont très courts. Il a fait une trentaine de kilomètres et ça vient des bassins versants. Donc ils sont délimités par les affluents de l'Aunesse et du Vignac. Bon, on s'y met, on s'équipe. Allez, c'est parti. Allez, je te donne un gilet et c'est parti. Alain, j'ai changé de continent. Je me demande si je ne suis pas carrément en Amazonie, là. On se croirait au Brésil. Hein. Ouais, c'est fou, hein. Donc voilà un autre côté des Landes qui est assez intéressant, où tu as une végétation plus primitive, qui est hyper intéressante. Et puis là, on a de la chance avec tout ce qu'il a plu, c'est très 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 vert. J'imagine qu'au niveau faune et flore, c'est un petit trésor, ce courant. Alors bien sûr, c'est une zone préservée, un Natura 2000. Donc il y a un gros intérêt écologique ici, au niveau faunistique et floristique, bien sûr. Alain, je vois toutes ces maisons qui sont là. C'est juste le paradis, non, de vivre ici. Là, ils ont un emplacement fantastique. Allez, seul inconvénient, les moustiques? Non, même pas, j'accepte. On passe sur l'inconvénient vu la beauté du lieu, c'est ça? C'est clair. Hé, ça souffle là. On sent qu'on a changé aussi d'espace. Hein. Alors, phénomène naturel, on approche de l'océan. La marée vient de tourner. Comme il fait très beau, on laisse place au vent thermique. Donc là, on est passé d'un vent de terre à un vent de mer. On est en contact avec les éléments, on sent bien le vent, ça change la technique de navigation du stand-up paddle. Je te conseille juste de plier les jambes légèrement à chaque coup de pagaie. Ça va te permettre d'avoir plus de force avec la main du bas et de tirer un peu plus d'eau et donc d'avancer contre cette petite contrainte. C'est cette nature aussi qui transmet cette énergie apaisante, pour reprendre ton terme. Alors on dit que dans les aiguilles de pin ou sur l'écume, quand les vagues cassent, il y a des ions négatifs qui nous apportent plein de bienfaits pour le corps et le mental. C'est-à-dire là, je fais le plein de bonheur, quoi. Ouais, en le quelque plein sorte. de zen, tu vas voir, hein, tu vas être tout calme, tu commences une belle journée, en fait, je l'espère du moins. Et puis on est debout, c'est-à-dire qu'on est un peu comme un échassier, on voit le paysage autour de nous, c'est juste magnifique, quoi. C'est pour ça que j'aime bien, c'est une belle façon de visiter les lieux. En plus, on n'abîme pas grand-chose, on n'accroche rien. T'as vu, on peut pagayer calmement, donc des fois on fait vraiment pas de bruit. Tu es à côté de la nature, les oiseaux chantent, tu perturbes rien. Et puis cet effet d'être debout et d'avancer sans marcher, c'est quand même une sensation folle. Allez, cap sur l'océan alors. La boucle est bouclée, retour à l'océan.
Toi qui as voyagé dans le monde entier, qui as vu des beaux paysages, qu'est-ce que tu trouves ici qui fait que tu restes? Toi qui viens de Marseille, qui n'est pas un Landais d'origine. C'est la pleine nature et c'est que du bonheur, quoi. C'est une qualité de vie énorme. Et puis dans un cadre comme ça, on se croirait un petit peu ailleurs, tu vois. Donc j'ai l'impression de voyager tout le temps presque. Je voulais te remercier parce que tu m'as fait découvrir un autre visage de la côte landaise. C'est pas que la mer, c'est pas que les vagues, c'est aussi le courant de Contis. Vraiment merci à toi. Eh ben merci, je suis fier d'avoir été ton invité. Merci. À bientôt.